Bonjour. Plongeons directement dans cette situation tendue entre Israël et l'Iran. C'est vrai que c'est frappant ce que disent nos sources, ce contraste. Oui, tout à fait. D'un côté, on a les marchés financiers qui semblent plutôt calmes, le pétrole bouge pas trop, Voilà, et de l'autre, des indicateurs militaires au rouge vif, si on peut dire. Au Pentagone, apparemment, c'est l'effervescence. exactement. Et c'est là que les documents qu'on a étudiés sont intéressants. Ils nous aident à, disons, mieux cerner les capacités militaires réelles, les stratégies possibles, et puis les enjeux géopolitiques derrière tout ça. Oui, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment comme moyens militaires? Quels sont les buts recherchés? Les sources parlent de cet objectif de changement de régime en Iran pour Netanyahou. Et puis, bien sûr, évaluer les risques que ça dégénère plus sérieusement. Alors, si on prend les capacités, Israël a clairement fait une démonstration de force aérienne, assez impressionnante, il faut dire. Ah oui. On parle de chiffres importants, près de 200 appareils, dont des F-35, leurs fleurons, furtifs, et surtout, ils ont opéré très loin. Ce qui implique des ravitaillements en vol complexes, j'imagine. Exactement. C'est techniquement très pointu, ça montre une capacité de projection, mais ça soulève aussi la question de la vulnérabilité de ces gros avions ravitailleurs. C'est un peu le talon d'Achille potentiel. Et au-delà de l'aviation, les sources insistent pas mal sur les actions du Mossad en Iran. C'est assez étonnant ce qu'on lit. Ah oui, c'est l'autre volet. On parle d'infiltration profonde, d'usines de drones clandestines découvertes, d'assassinats ciblés. De scientifiques, de militaires. Oui. Et même, chose assez incroyable, l'utilisation de missiles Spike, des petits missiles guidés, qui auraient été infiltrés sur place. Est-ce que ça, cette capacité d'agir de l'intérieur, ça change fondamentalement la donne stratégique ou c'est plus de la nuisance? C'est une excellente question. Ça montre sans doute une capacité d'infiltration et disons, de déstabilisation très élevée. C'est certain. Maintenant, en face, l'Iran. Oui, comment ils réagissent? Mais après le choc initial, visiblement la riposte a été pensée différemment. Peut-être moins de missiles au total, mais, d'après ce qu'on lit, plus précis. Plus précis et avec des leurres, des tactiques pour tromper les défenses. Tout à fait. Des tactiques asymétriques classiques, en fait, pour essayer de saturer un système de défense très avancé comme le dôme de fer israélien. Et puis, il ne faut pas oublier leur investissement massif depuis 2003 même. Dans les missiles balistiques. Voilà. Balistiques, peut-être même hypersoniques selon certaines sources, et bien sûr les drones. Les fameux Shahed qu'on a vus en Ukraine, ça vient de là. Et puis il y a la géographie et la protection de certains sites clés. Fordo, par exemple, cette installation nucléaire super enterrée. Ah oui, Fordo. Quasi indestructible par des moyens conventionnels apparemment. Un béton spécial, très profond, ça pose un vrai problème pour une frappe classique. Et le territoire iranien lui-même est immense. Ça complique énormément une opération de neutralisation complète. Donc on a d'un côté la technologie israélienne, l'infiltration, et de l'autre la résilience iranienne, la profondeur stratégique, les missiles. Mais la stratégie derrière tout ça. Vous parliez de l'objectif de changement de régime pour Netanyahou. Oui, c'est ce que certaines analyses suggèrent comme étant un objectif peut-être pas avoué, mais réel. Sauf que, Sauf que les Américains ne suivent pas forcément, hein. voilà, Washington aide à l'interception, c'est clair, mais il semble très réticent à l'idée d'un conflit ouvert. Ils se souviennent peut-être de ce fameux wargame Millennium Challenge 2002. Ah oui, rappelez-nous. C'était un exercice majeur de l'armée américaine qui avait, un peu à la surprise générale, montré à quel point les États-Unis pouvaient être vulnérables face à des tactiques asymétriques, justement du type de celles que l'Iran pourrait utiliser. Bateaux rapides, missiles, etc. Ça avait marqué les esprits au Pentagone. Ça fait écho à d'autres situations, non? Les sources font le parallèle avec l'Irak, l'Afghanistan. Exactement. On visait un changement de régime, Et on a eu Daesh, le retour des talibans. c'est ça. Et on voit ressurgir, selon certains documents, un peu les mêmes schémas. Miser sur des figures d'opposition en exil. À l'époque, Chalabi pour l'Irak. Aujourd'hui, on parle du fils du Shah pour l'Iran. Est-ce qu'on ne risque pas de répéter les mêmes erreurs? C'est la grande question. Et ça touche peut-être à une tension interne en Israël, aussi évoquée dans nos lectures. D'un côté, une vraie excellence tactique, on le voit avec le Mossad. Oui, indéniable. Mais de l'autre, une stratégie globale qui pourrait être, disons, risquée, voire dictée par des considérations politiques internes propres à Netanyahou. C'est une lecture possible, oui. Une stratégie potentiellement influencée par des échéances politiques, une volonté de consolider son pouvoir.
C'est complexe. Et tout ça dans un contexte régional et international hyper tendu. La Chine qui préfère la stabilité iranienne, le Pakistan juste à côté avec l'arme nucléaire. Sans oublier la difficulté pour nous, journalistes, analystes, de rester objectifs. Les sources rappellent comment un adversaire peut être diabolisé, puis réhabilité. Kadhafi en est un exemple cité. La perception est très malléable. C'est clair. Donc, pour synthétiser, on est face à une confrontation extrêmement complexe. Ça mêle vraiment tout. Technologie de pointe, guerre asymétrique, calcul politique interne et externe, le poids de l'histoire, la menace nucléaire latente. C'est un mélange détonnant. Vraiment. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, un peu pour ouvrir la discussion au-delà de ce qu'on a lu. Si, comme le soulignent nos sources, les interventions extérieures visant un changement de régime ont souvent eu des résultats, disons, contre-productifs, C'est le moins qu'on puisse dire, oui. quelles alternatives existent vraiment à cette escalade militaire pour tenter de désamorcer la crise? Et surtout, quels obstacles empêchent aujourd'hui qu'on explore sérieusement ces autres voies? C'est peut-être ça la question la plus difficile.